Mon nom, c'est James Willison. Je suis le directeur général de ICOCA, basé en Suisse, Genève. Donc, ça doit être un panel très intéressant avec 5 orateurs. Donc, je vais vous dire du thème du webinaire qui va se dérouler pendant 1 heure. Comme vous savez tous, nous marquons le 10e anniversaire de principe directeur des Nations Unies. Les principes directeurs est un cadre sur lequel le code et ICOCA s'est développé. Et la partie de notre travail, c'est l'implémentation de ces principes directeurs, surtout dans le secteur de la sécurité privée. Et et donc, ICOCA a reconnu que c'est l'implémentation sectorielle nous avons élaboré notre orientation en matière de sécurité privée pour les prestataires de la sécurité privée. Et nous avons aussi décidé de faire cette réunion pour refléter comment les droits humains dans le secteur de la sécurité et comment une entreprise responsable doit agir dans des contextes difficiles. Donc, nous allons parler des processus compliqués de travailler dans certains environnements et quels sont les impacts qu'on va avoir en matière de sécurité privée et, et quels sont les instruments peuvent être utilisés aux sociétés pour conduire le travail dans des situations fragiles et donc, il est absolument nécessaire de travailler en respectant les droits de l'homme. Nous avons avec nous 5 panélistes qui vont discuter de ces différents thèmes. Donc, je vais les introduire chacun, chaque fois qu'ils interviennent. Et donc, le premier orateur, c'est Anita Ramasastry, qui est professeure de droit, faculté de droit, Université de Washington, et membre du groupe de travail des Nations Unies sur les entreprises et les droits de l'homme. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Le deuxième orateur, Dorothée Baumann-Poli, professeure et directrice au Centre de Genève pour les entreprises et les droits humains à l'École de Genève d'économie et de gestion, l'Université de Genève, et directrice de recherche au Centre d'entreprise et des droits de l'homme. Dorothée, nous sommes heureux aussi d'avoir avec nous nous avons John Bray, directeur contrôle des risques, et nous avons Giuseppe Sirocco, responsable du suivi international du code ICOCA. Et enfin, Rebecca, elle est observatrice au sein d'ICOCA et va essayer aussi de saisir un petit peu tout ce que les orateurs vont dire et elle va résumer tout ceci. Donc, je vais passer la parole à Anita en premier. Et avant ceci, je voulais vous indiquer que nous avons la traduction en anglais, français et en espagnol, sachant que l'anglais va être la langue de travail. Et pour ceux qui ont besoin de traduction, vous pouvez appuyer sur la chaîne française. Si vous avez des questions, essayez de les placer sur la colonne Q&A. Anita, à vous la parole. Là, nous célébrons les 10 ans
du UNGP et pour parler de la diligence raisonnable dans des contextes difficiles et, euh, et essayer un petit peu de faire la situation de la première décennie. Donc, nous avons eu des résultats assez positifs, mais assez critiques. Donc, est-ce que je peux ouvrir maintenant la parole et euh, vous inviter à nous dire comment nous avons évolué lors de cette décennie et comment nous devons évoluer pour les prochaines décennies et quelles sont les choses à améliorer pour implémenter ces principes directeurs. Merci, Jamie. C'est un honneur d'être présente avec des amis et des collègues et de parler un petit peu de, de ces 10 ans. Et euh, je vais vous donner un lien sur le chat pour avoir une idée de la situation. Et vous pouvez regarder que le verre est à moitié plein pour voir ce qui a été entrepris et réalisé. Nous avons marqué certains progrès et nous parlons désormais un langage assez commun et nous utilisons le même cadre, la même langue, les idées et la même approche et nous avons aussi les principes directeurs qui sont utilisés par différents acteurs et ce cadre a bien évolué et je vais parler de tout ceci et je vais voir aussi tout l'engagement qui a été observé un peu partout et les apprentissages par pair et essayer de voir les différents paysages. Donc, on va dire que cette décennie a bien travaillé. Et le rapport a dit qu'il faut avoir une meilleure matrice pour mesurer l'impact et grâce à un cadre, nous pouvons bien sûr mesurer l'amélioration de la vie des gens et et ce qui a été aussi un précédent est que le pas et le rythme que nous avons utilisé dans ce monde et surtout en Europe est assez remarquable. Il y a 10 ans, j'aurais jamais imaginé d'avoir autant de juridictions qui regardaient toutes les questions et même à l'extérieur de l'Europe, quand on pense aux entreprises qui travaillent en Europe, nous voyons qu'il y a eu beaucoup de progrès, une socialisation, un changement d'une base bénévole jusqu'à une base obligatoire et il y a donc vraiment beaucoup de progrès. Et je fais partie du groupe de travail sur les droits de l'homme. On parle bien sûr de contextes compliqués et nous avons vu dans le monde qu'il y a beaucoup de contextes compliqués en différents continents et dans différents pays. Et ICOCA a mis un modèle pour gérer le secteur qui gère et qui travaille dans des contextes complexes. Donc là, nous voudrions donner des bonnes pratiques et surtout en parlant de l'implication du gouvernement, de la société civile. Et c'est bien d'avoir une approche multi-acteurs
Et cette initiative nous permet de combler toutes les lacunes et de traiter les problèmes et donc la flexibilité est très importante. Deuxième chose, ICOCA a utilisé les principes directeurs en tant que base pour développer son travail sur terrain et nous faisons bien sûr des évaluations d'impact sur les droits de l'homme, surtout dans le secteur de la sécurité privée. Et pour nous, ceci est très important. Nous avons mis en exergue tout ceci dans notre rapport pays et dans d'autres pays pour parler comment accroître la diligence raisonnable. Et donc, le, et la, la diligence raisonnable est très importante et je vais m'arrêter ici et de toutes les manières, je serai ici intéressée à écouter les autres. Merci. Anita, donc je vois qu'il y a eu un bon progrès positif et il y a aussi qu'il y a une réalité tchèque et là nous allons passer à la phase d'implémentation avec tous les acteurs concernés. Donc, plus tard, peut-être, on va parler des plans d'action nationaux et comment les États ont adopté ces plans d'action. On va parler aussi de la reconnaissance dont certains États devraient avoir plus de reconnaissance. Merci, Anita. Dorothée, c'est à votre tour. Voilà, c'est à la suite d'Anita. Donc, je voulais parler euh, de certaines réflexions sur les directeurs, les principes directeurs et, parler de ceci par rapport aux entreprises et aux droits de l'homme et comment le centre de Genève s'engage. Donc, ça serait intéressant de nous dire comment on peut parler de formation surtout lors d'une approche multi-acteurs. Merci et merci à l'équipe ICOCA de m'inviter pour partager quelques réflexions pour la prochaine décennie. Et merci Anita aussi pour pour la présentation. Et donc, le centre de Genève donc, nous conduisons des études pour renforcer les leaders, pour progresser en termes de droits humains. Et donc, le focus est sur l'implémentation des défis, qui est une pratique régulière. Et donc, le modèle ICOCA, en tant qu'initiative multi-acteurs, va dans la bonne réaction. C'est une plateforme collaboratif qui clarifie les attentes en termes de fourniture, de prestations de sécurité privée. Donc, le code invite à se conformer, à respecter euh, euh, les droits de l'homme et le code est un modèle justement en termes des droits de l'homme. Et après 10 ans, euh, euh, le sens de la diligence raisonnable n'est pas encore très clair parmi tout le monde et parmi les entreprises. Et donc, les entreprises doivent absolument savoir quel va être l'engagement et pour les prestataires dans le domaine de la sécurité privée, ICOCA a développé différentes standards et demande qu'il doit être plus opérationnel et divisé en matrices et en moyens d'évaluation. Ceci nous permettra d'être mesurable pour voir si on est en conformité avec le code et s'il y a des progrès. Et afin de réaliser tout ceci, il est important de mettre en place une matrice avec des indicateurs et pour ICOCA,
le travail a commencé, mais ce n'est pas encore achevé et nous devons continuer. Et les membres d'ICOCA doivent s'assurer que cet engagement à haut niveau s'applique aux différents employés et il y a pour ceci différents programmes de formation afin de voir comment on doit mener notre travail tous les jours, surtout les personnes qui travaillent dans le secteur de la sécurité et dans un contexte difficile. Et c'est pour ça qu'ils doivent savoir comment se comporter dans des situations assez délicates et critiques. Donc, ils peuvent acquérir des connaissances et des ressources et pour cela, des supports pédagogiques peuvent être développés par les différents membres euh, et dans ce contexte, le Centre de Genève travaille avec DECAF et ICIC pour les sociétés qui travaillent dans des contextes complexes. On va réviser ce toolkit après l'été et il y a quand même des ressources existantes qui peuvent être utiles pour les membres de CAICOCA. Et pour les prochaines années, nous devons prouver que les sociétés qui se sont engagées à améliorer leur diligence raisonnable à continuer et se réaliser. Donc, pour les prestataires, ICOCA offre une bonne plateforme pour bien les appuyer et renforcer euh, des outils qui respectent les principes directeurs des Nations Unies. Merci. Merci Dorothée. Donc, donc vous avez raison de dire comment l'engagement peut être traduit en réalité, en implémentation pratique et comment on peut appliquer toute cette vision de l'ICOCA et aussi comment appliquer ces principes directeurs. Donc, pour nous, le défi est quand vous travaillez avec des sociétés euh, dans les chaînes de valeur et dans des contextes compliqués, comment donner la compréhension à ces gens, comment ils doivent gérer tous ces principes. Et c'est pour cela que je vais passer à John pour qu'il parle des secteurs, parce que quand, ce que nous entendons dans les principes directeurs, c'est on parle de la responsabilité de certains secteurs. Ici, nous parlons bien sûr du secteur de la sécurité et de la diligence raisonnable. Donc, nous avons aussi parlé des éléments de responsabilisation. Euh, donc, ma question, comment le secteur et les différents acteurs du secteur de sécurité, comment s'adaptent-ils à ces exigences et comment la Tunisie, comment pardon, l'industrie a eu euh, ces expériences, voit ces expériences. Merci à Jimmy, merci à Dorothée et à Nita pour l'excellence de leur présentation. Donc, nous travaillons dans différents secteurs, nous travaillons dans les orientations et les politiques et nous avons des personnes qui travaillent dans des pays assez sensibles comme l'Irak et Mozambique. Nous étions aussi les membres fondateurs de l'ICOCA et nous continuons à endosser le point de l'initiative des multi-acteurs et nous continuons à croire que les sociétés ont leurs responsabilités, mais que les solutions assez larges doivent provenir des multi-acteurs. Donc, par rapport aux orientations et comment l'appliquer, euh,
Je suis tout d'abord une personne de politique et je vois sur la page 11 que les sociétés ont des difficultés à avoir cette politique, euh, mais je vais leur dire, ils sont obligés d'avoir une politique et je voudrais parler des relations clés que cette société doit avoir en termes de droits de l'homme. Euh, et donc, euh, il y a les détenteurs de droits et il y a aussi les clients et les relations commencent quand nous sommes en train de participer à des appels d'offres. Et donc, il est important de savoir que le prix est important, l'expertise est importante, vu que c'est des relations commerciales. Mais dans ce contexte, je voulais aussi dire que les droits de l'homme sont aussi importants et de plus en plus importants. Vous avez parlé de la législation et, euh, et donc, nous disons toujours à nos clients qu'il va y avoir la législation, qu'elle arrive bientôt. Et il ne faut pas oublier que ça fait partie de l'équation. Et aussi, il ne faut pas oublier le point de vue des investisseurs. Aujourd'hui, on entend de plus en plus le langage des investisseurs et que les droits de l'homme font partie de la gouvernance. Et, et par rapport au projet, je vais dire qu'il y a deux manières. D'un côté, nous devons satisfaire nos clients en termes des droits de l'homme et aussi il faut évaluer si on peut travailler avec certains projets ou certains clients. Des fois, il y a des discussions assez robustes, il y a des risques assez élevés. Des fois, bon, on aime bien prendre les risques, mais il faut que bien appliquer les projets. Par rapport par rapport à la dynamique de la relationnelle au plan opérationnel. Il y a deux thèmes clés que je voudrais soulever. Nos clients sont les propriétaires de projets, les chefs de projet, et ils sont responsables des décisions clés et stratégiques. Par ailleurs, nous sommes souvent la face publique, euh, à savoir que la sécurité, c'est la communauté qui se trouve sur terrain. Pour nous, bien sûr, les relations communautaires sont très importantes et c'est là où nous pouvons jouer un rôle clé. Euh, et, et finalement, c'est les clients qui prennent les décisions. Et ici, je voulais parler des défis d'implémentation. Euh, donc, nous sommes responsables de notre évaluation de risque, les clients également, mais il ne faut pas que ces évaluations soient faites séparément, mais ils doivent être faits au début et surtout aussi le suivi doit être fait lors du développement du projet, puisque c'est un processus dynamique. Donc, il ne faut pas faire une évaluation et l'oublier, mais au contraire, c'est une trajectoire qui nous embarque les deux. Donc, je voulais mettre l'accent sur le travail ensemble et donc nos clients également doivent faire partie de notre travail et impliqués dans l'implémentation. Le dernier point, nous avons entendu parler de rapports émis en juin par un groupe de travail sur les entreprises dans des contextes difficiles. Je voulais ici soulever quelques points. Il n'y a aucun pays qui va se rétablir du conflit sans le secteur privé et le rapport énonce
que le secteur privé peut faire du bon et des choses mauvaises. Et pour faire les bonnes choses, nous avons besoin des procédures, des lignes directrices, etc. Et vu que nous sommes aussi des facilitateurs pour aider les gens, et nous devrons travailler aussi de notre côté. C'est une petite partie, mais elle est assez critique et grâce à l'orientation, nous pouvons jouer ainsi notre rôle. Voilà, merci. Merci, John. Oui, donc, il y a beaucoup de choses justement à dire. euh, et donc, voilà votre point. Il faut avoir des politiques et vous parlez aussi de la responsabilité des clients et comment vous engagez ces clients. Et c'est toute une chaîne logistique. Les clients doivent prendre leur euh, rôle collectif et individuel, puisque ça fait partie de la même chaîne. Et, et le- et la sécurité privée est un élément aussi important, économique. Et souvent, l'élément de sécurité n'a jamais été vu en tant qu'un acteur économique, mais en tant que prestataire de services. Mais il est clair que dans ce contexte, c'est des acteurs importants et donc il ne faut pas les considérer seulement des fournisseurs, mais aussi un acteur important avec leurs responsabilités. On reviendra vers vous, John. Donc là, euh, on va parler de l'impact des droits de l'homme et de l'évaluation des droits de l'homme. Et j'ai des questions en termes de processus et pourquoi nous allons utiliser ces documents. Euh, Souvent, on parle de l'évaluation des risques et de l'évaluation d'impact. Et pourquoi nous avons travaillé sur l'impact et pas sur le risque. Mais le changement va venir et c'est pour ça que nous avons élaboré ce document. Et voilà, Giuseppe, c'est à vous la parole. Et pourquoi nous avons élaboré notre orientation quand nous regardons le paragraphe 16 du ICOCA, il est stipulé que les membres d'ICOCA et des entreprises doivent identifier, évaluer, identifier l'impact négatif en termes de droits de l'homme. Et c'est pour cela que nous avons décidé de donner des formations aux entreprises sur ces aspects. Et comme vous avez fait allusion, et quand nous avons analysé certaines méthodologies qui ont été soumises par les entreprises, euh, nous avons remarqué qu'il y avait une confusion entre l'évaluation des risques par rapport à l'entreprise et le risque par rapport aux individus. Et donc, c'est pour ça que nous avons fait une clarification par rapport à, à l'évaluation des risques et l'évaluation de l'impact. Donc, voilà, la due diligence, c'est vraiment l'évaluation de l'impact et pas le risque des entreprises. Euh, Ce que nous avons remarqué est qu'il n'y avait pas de ressources disponibles par rapport à l'impact des sociétés et des entreprises de sécurité privée. Et l'objectif de cette orientation est de ramener un peu plus de clarification sur les aspects et aider les entreprises à comprendre la due diligence requise par ces mêmes entreprises. Je pense que c'est un moment intéressant de publier cette brochure, puisque il y a certaines discussions en termes de droits de l'homme et suite
à ces discussions, il y a de nouvelles exigences, surtout en termes de reporting. Donc, cela signifie consulter les entreprises à travers des études, à travers aussi la certification et aussi grâce à l'engagement de certains experts qui sont d'ailleurs déjà présents avec nous aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais souligner est on ne va pas réinventer la roue, mais nous avons utilisé les ressources existantes, mais nous avons essayé de personnaliser certaines exigences à la réalité du secteur de la sécurité privée. Vous allez trouver que le guide va parler des droits de l'homme et des différents critères. Et l'objectif, c'est de familiariser toutes les entreprises à ce concept et cela permet de clarifier pourquoi on doit mener une évaluation de l'impact en mettant l'accent sur les gens plutôt que sur les entreprises. Et euh, il y a un modèle qui a été proposé et adopté par d'autres entreprises qui pourrait être utilisé et qui peut être spécifique également au secteur de la sécurité. Donc, votre dernière question, c'est par rapport aux défis et aux prochaines étapes. Il y a différents types défis qui sont interliés. Le premier défi, c'est l'expertise humaine et, et, euh, l'expertise demandée. Et ceci est reconnu par le groupe de travail des Nations Unies. Et je vais citer que répondre les principes mis en place dans les principes directeurs est une tâche compliquée, surtout dans des contextes euh, touchés par des défis. Donc, le fait est que ces capacités n'est pas suffisante, surtout dans des petites entreprises. Cela signifie qu'ECOCA pourrait aider pour faciliter l'implémentation des orientations du guide. L'autre défi, c'est l'opérationnalisation de ce guide, parce que nous savons que la publication de tel guide ne va pas aider à améliorer les pratiques des entreprises, sauf s'il y a un suivi de l'implémentation du guide. Et là, nous devons s'engager bilatéralement avec les entreprises pour qu'ils établissent et construisent leurs capacités. Et troisièmement, nous avons dit que la due diligence est un champ qui progresse, euh, qui évolue. Et c'est pour ça qu'il y a une demande de rapport. Et il faut s'assurer que les entreprises peuvent répondre à ces exigences par rapport à leurs clients, par rapport aux investisseurs et par rapport aussi au code. Donc, le guide est un document vivant qui peut être mis à jour dès qu'il y a de nouvelles réglementations. Donc, vraiment, c'est un résumé rapide des différents défis. Merci. Merci. Euh, donc, là, nous avons un guide qui est prêt et il y a une distinction sur l'impact des communautés et l'impact sur les individus, comment on va gérer tout ceci et aussi comment travailler sur la due diligence. Rebecca, merci d'être patiente, mais en tant que dernière oratrice, vous avez déjà entendu beaucoup de matière, vous avez travaillé
beaucoup sur les droits de l'homme pendant des années et le monde des entreprises. Si vous pouvez nous parler de la certification et, et si vous pouvez aussi nous parler des investisseurs qui ont été identifiés dans le rapport du GNDP et essayer de parler un petit peu des lacunes qui peuvent exister. Donc, c'est une des questions générales. Euh, euh, donc, si vous avez des réflexions à partager avec nous en termes de certification, sans rentrer dans les détails, et on peut parler du rôle de la communauté des investisseurs dans cette chaîne de valeur et comment ces gens avec de l'argent peuvent participer. Rebecca, vous avez la parole. Merci, Jimmy, et merci de m'inviter lors de ce webinaire et félicitations d'avoir élaboré ce guide. Vraiment, j'attendais la réalisation d'un un tel projet. Et donc, c'était vraiment un guide merveilleux que vous avez élaboré. Euh, donc, c'est un outil très utile. Donc, je voudrais parler euh, de cette évaluation d'impact. Je pense que ce que nous avons besoin dans le secteur de la sécurité est réellement cet outil qui peut aider à améliorer les droits de l'homme. On a parlé que c'est un guide qui est élaboré avant que les entreprises contractent un service pour qu'ils savent quelles sont les particularités à avoir. Donc, euh, les sociétés doivent aller au-delà seulement au-delà de l'identification des supports ou des matériaux, mais essayent d'évaluation les risques qui incombent des détenteurs de droits. Donc, le point de départ est la reconnaissance internationale des droits de l'homme. Et, et alors que je me préparais pour aujourd'hui, j'ai vu un post qui s'appelle le radicalisme silencieux. Et, et je voulais bien sûr comprendre euh, qui dit en transformant des entreprises pour respecter les droits de l'homme, c'est l'idée la plus radicale et c'est une chose très difficile aux entreprises à appliquer complètement. Donc, l'identification de ces éléments a besoin d'avoir en tête toutes les procédures, les stratégies, le leadership qui doit exister dans les entreprises, l'esprit d'entreprise. Et pourquoi j'ai fait cette citation de James et que l'approche euh, est- n'est pas suffisante pour mettre en place une norme. Nous avons besoin d'un changement dans l'esprit d'entreprise afin d'appliquer tous les concepts relatifs aux droits de l'homme. Parce que si les risques de droits de l'homme ne sont pas associés aux risques d'entreprise, il y aura beaucoup de problèmes qui ne seront pas traités. Donc, il est impossible de prioriser les risques relatifs aux gens et aux individus. Donc, l'expertise que doit avoir cette entreprise est réellement de regarder leurs risques dans l'optique des droits de l'homme.
Et il faut avoir un modèle pour suivre une évaluation d'impact qui doit être bien menée. Et là, je voudrais parler des dangers de non-conformité, parce que plusieurs entreprises vont utiliser de l'audit et de la certification pour traiter ces risques. Mais bien sûr, je ne vais pas parler plus longtemps sur ceci, puisque là, nous avons très peu de temps. Mais l'idée d'utiliser la certification et l'audit de la part des entreprises et qu'il n'y a pas eu beaucoup de suivi pour avoir une audit sociale, pour identifier toutes les lacunes. Euh, il y a différentes méthodes euh, qui ont été utilisées donc, dans l'analyse des problèmes, des audits fréquentes et on met l'accent surtout sur les processus au lieu de mettre l'accent sur les aspects des droits de l'homme. Donc, il y a beaucoup de ces problèmes qui ont été soulevés. Une fois nous avons dit ceci, il faut prendre une approche plus innovatrice en utilisant la certification et la certification peut être bien faite et grâce à ce guide, cela nous permet de savoir comment appliquer tout ceci. Donc, il faut y avoir des projets pilotes, euh, il y a besoin d'avoir un forum de partage. Les entreprises doivent partager leurs problèmes avec les autres. Il doit y avoir des efforts pour assurer que l'esprit d'entreprise a été appliqué et que le problème des risques les droits de l'homme doit être considéré comme un objectif prioritaire au sein de l'entreprise. Donc, il y a beaucoup de défis, comme vous voyez, mais il y a beaucoup de choses à faire et je vais encourager les entreprises de sécurité privée et qui sont membres de l'ICOCA de travailler sur l'harmonisation, la certification de leurs services. Donc, brièvement, je voulais dire que ceci est également important pour les investisseurs et le guide est une bonne indicateur pour les investisseurs qui sont intéressés par ce thème. Et et nous voyons que c'est un grand souci de l'Alliance des investisseurs que ces investisseurs essayent euh, d'améliorer leur processus de due diligence et essayer d'identifier quels sont les impacts en termes de droits de l'homme et comment essayer de les identifier, les prévenir ou mitiger. Et c'est pour cela qu'ils sont toujours intéressés à plus d'informations. Euh, donc, malheureusement, je n'ai pas suffisamment de temps pour aller dans tous les détails, euh, mais nous poussons toutes les entreprises de faire leurs propres évaluations dans des situations à Myanmar ou en Chine. Et donc, de toutes les manières, je vais m'arrêter ici. Merci, Rebecca. Donc, il y a tellement de choses à dire. Et donc, il y a plusieurs exercices à mener et aussi, il faut impliquer les investisseurs dans tout ce travail. Et donc, l'UNGP essaye d'adresser tout ceci et également adresser les lacunes. Donc, nous avons 10 à 20 minutes de discussion et s'il y a des participants qui voudraient répondre ou rajouter des commentaires, n'hésitez pas de le faire et sinon, vous pouvez toujours poster vos questions. Euh, donc, il y a la question
de ces principes directeurs qui sont internationaux, alors que il y a des défis localisés. Donc, comment prendre cette approche internationale alors que il y a des situations localisées et comment traiter ceci dans des situations complexes, locales, sachant que des gens sur place ne connaissent pas le code et ne sont pas informés des principes directeurs et vont penser que c'est des principes pour l'Occident. Et donc tout le monde est invité à y répondre si vous avez des commentaires ou des réponses à ramener. Donc, vous me parlez des plans d'action et toute notre approche est essayer de ramener notre travail pardon, sur le plan local. Nous avons fait beaucoup de travail en Asie du Sud et en Amérique latine pour rendre ces concepts de droits de l'homme plus localisés et nous avons impliqué la société civile, les sociétés et le gouvernement. Et donc, c'est un travail local. C'est vrai que guide directeur, les principes directeurs vont être traduits par rapport à ces différents contextes, mais nous sommes chanceux dans notre travail de faire des visites pays pour essayer de comprendre comment travailler localement et essayer de aussi s'engager avec les acteurs sur place, tels que le gouvernement et la société civile. Donc là, c'est déjà un point de départ et bon, c'est un travail qui peut être critique, mais aussi la beauté du multilatéralisme, il crée des conversations même entre les pays et les États et comment avoir et les principes directeurs, c'est de dire nous sommes engagés à ne pas nuire les gens qui vont être impactés par des activités d'entreprise et, et encore une fois, nous travaillons aussi localement. John, une des raisons pour lesquelles j'aime bien l'UNGP et qu'ils sont, c'est des principes simples qui ne sont pas difficiles à expliquer aux gens d'une manière décente. Mais bien sûr, comment expliquer tout ceci sur un plan local? Même à ce niveau, les gens, je dirais que les gens sont intéressants, surtout quand ils savent qu'il y a un cadre international. Ils n'ont pas besoin d'être des experts en matière de droits de l'homme. Donc, bien sûr, je ne vais pas minimiser la chose, mais je voulais dire que l'intérêt existe. Mais ce qui est important, c'est ce que vous faites sur place. Et, en général, nous faisons des scénarios, nous utilisons d'autres activités pour engager le travail et engager les gens dans ce travail. Et donc, on peut rendre la chose abstraite et compliquée, écrire beaucoup de livres, mais nous n'avons pas besoin de faire ceci car il est facile de communiquer, même dans des zones très critiques. Dorothée, brièvement, j'ai été fascinée par les commentaires. Et donc, c'est bien que les principes vont être traduits. Et nous savons que le diable se trouve dans les détails et comment implémenter tout ceci sur le plan local. Mais il est clair que ces principes doivent être harmonisés et ils ont besoin d'être testés localement pour pouvoir bien les adapter quand nécessaire. Donc,
les principes directeurs que cependant continuent à rayonner partout. Et je ne sais pas si c'est utile de dire que ces principes directeurs vont bien sûr trouver leur chemin, même dans ces contextes. Nous savons que le gouvernement ne protège pas les droits de l'homme et comment les entreprises donc, vont se comporter dans ces contextes. Et c'est pour cela que c'est bien de clarifier tout ceci et nous avons besoin de parler de tout ceci. Et euh, je ne pense pas que les entreprises vont parler et définir ce travail séparément. Donc, euh, donc, voilà, merci d'avoir justement soulevé ces points et ces principes directeurs sont là pour remédier les lacunes en termes de gouvernance. Donc, je voulais parler de la communication et quel type de recommandations nous devons exprimer pour faire de la formation pour nos propres personnes, pour notre propre équipe, et pour savoir qu'est-ce qu'ils doivent savoir. Donc, ils n'ont pas besoin de savoir ce que c'est Genève. Ils ont besoin de savoir comment ils doivent réagir dans certaines circonstances. Voilà, c'est là l'histoire. Donc, je suis optimiste et que la communication reste possible. Euh, et en termes de gouvernance, il y a toute cette question comment gérer les gouvernements. Donc ça, c'est difficile. Et là, vous avez besoin de beaucoup d'alliés, même les gouvernements hum, euh, occidentaux peuvent être utilisés, les organismes sur place peuvent être utilisés. Et donc, un business case, euh, c'est quoi pour les gouvernements? Si cela signifie pourquoi ceci va être utile pour que vous implémentez ceci. Donc, on va dire, vous pouvez le faire. C'est pas parce que les gens vous disent de le faire, mais ça va être utile. Donc, encore une fois, si on prend l'aspect des gouvernements, et là, c'est ouvert aux commentaires, hein, et la coopération multinationale, donc, c'est une responsabilité. Euh, et qui peuvent avoir un impact majeur dans ces contextes difficiles. Euh, donc, la législation nationale vont mettre l'accent sur ceci, comme en Suisse, vous savez, avec le référendum qu'ils ont fait, la Mozambique. Donc, l'aspect multinational peut aider pour combler les lacunes. Euh, donc, euh, donc, comment pouvons-nous utiliser l'aspect multinational avec les investisseurs et les entreprises. Rebecca, je sais que vous avez eu quelques expériences dans ce domaine. Pouvez-vous partager avec nous votre expérience? C'est assez intéressant et je suis sûre que afin de mettre pression, c'est à travers des processus de réglementation. euh, donc, au niveau à différents niveaux. Donc, je pense que ceci est très, très important et aussi de mettre des mesures volontaires et des politiques. euh, et les investisseurs également ont un rôle important à jouer pour mettre la pression sur les entreprises à mener leur propre due diligence et donc, le, le, groupe de travail des Nations Unies doit justement penser à tous ces acteurs et quel va être le travail des entreprises.
et surtout par rapport à la situation à Myanmar. Donc, ce n'est pas des solutions faciles à trouver. Et je pense qu'il est nécessaire de chercher des actions à multi-niveaux et au niveau multinational aussi. Et donc, quand nous regardons à la gouvernance des entreprises, et nous avons parlé aussi de la responsabilité du conseil et d'administration, euh, et donc qu'ils doivent aussi avoir un rôle à jouer. Donc, et de considérer les principes directeurs d'une manière assez sérieuse. Je pense que la sensibilisation a été faite, et Rebecca l'a bien dit, à- donc, sur la demande des investisseurs et surtout, ils doivent fournir des informations sur des aspects des sociétés et je voudrais voir plus d'experts en matière de droits de l'homme intégrés dans les sociétés. Je pense que c'est assez pertinent pour les sociétés. Et donc, là, c'est nécessaire aussi d'avoir un business case. Euh, et nous savons que les droits de l'homme peuvent rajouter beaucoup de bienfaits et que et c'est nécessaire pour les entreprises de traiter tous les problèmes de droits de l'homme en amont et d'anticiper ce qui peut arriver et d'assurer que les relations communautaires soient bonnes. Et tout ceci doit être fait, comme on a dit, en amont, sinon ils doivent gérer beaucoup de conflits et ces conflits coûtent de l'argent. Et donc, en termes de gouvernance, je pense que c'est un thème qui est mené par les investisseurs et qui mettent beaucoup de pression sur les sociétés et qui doit être bien défini en termes concrets. John, ensuite Giuseppe. Donc, vous avez parlé des multinationaux et je pensais que vous alliez parler des entreprises locaux. Oui, j'allais parler de ceci. Il y avait une question de société locale et de parler aussi comment traduire notre travail sur le plan local. Donc, John. Donc, les sociétés multinationales ont différents niveaux de responsabilisation. Euh, euh, donc, par exemple, des sociétés de Thaïlande ou Myanmar font face à plus de difficultés. Et donc, parce qu'avec des sociétés internationales, il y a plus d'influence sur les entreprises et les associations locales aussi ont de l'influence. Donc, bien sûr, nous ne parlons pas de l'entreprise isolée, nous devons parler d'une situation plus holistique et de plusieurs entreprises. Et pour cela, euh, vous avez besoin aussi des entreprises locales et des entreprises régionales. Et donc, les petites entreprises sont souvent les entreprises qui font face à beaucoup de problèmes tels que la corruption et autre chose, et d'identifier un champion et aussi trouver des institutions peuvent être de bons partenaires. Donc, nous voyons vraiment qu'il y a une approche de localisation qui est en train de se faire. Et Giuseppe, d'une manière opérationnelle, comment vous allez traduire le guide d'impact individuel au niveau local, puisque vous travaillez avec les entreprises de sécurité privée. Nous pouvons apprendre de ce que nous avons fait des années précédentes. Et quand nous avons fait publier les lignes directrices, nous avons compris que les entreprises n'ont pas compris toutes les exigences et toutes les conditions. Donc, ce qui a été utile pour nous est
et d'essayer de s'engager bilatéralement avec les entreprises, avoir des conversations bilatérales avec eux dans leur contexte et aussi de partager des expériences. Et cependant, quand il n'y a pas beaucoup de capacité, il est nécessaire de s'asseoir avec ces entreprises et leur expliquer exactement les attentes et l'exigence requise des différents membres. Donc là, ça peut être un exercice assez pratique même pour nous. Donc aussi, il faut construire de la confiance. Donc, il faut justement avoir de la confiance juste pour ces entreprises qui vont implémenter et donc ils doivent apprendre. Donc déjà, nous avons fait 1 heure et nous avons entendu beaucoup d'informations. Et là, je vais encore une fois vous redonner la parole. Donc, 10 ans à partir de maintenant, quels sont les changements que vous voudriez voir? Anita, à vous? Euh, Dorothée a mentionné qu'à la fin de la journée, c'est beaucoup plus facile de gérer les conflits et il faut mitiger les conflits. Donc, euh, tous, nous pensons que nous connaissons bien la diligence raisonnable, mais des fois, nous pensons qu'il est nécessaire de bien comprendre le contexte sur terrain et cela nous donnera un impact plus efficace sur le système. Dorothée. Donc, je pense que ces principes ont été divisés en différentes activités et je pense que les entreprises savent ce qu'ils doivent faire et ICOCA a bien développé ces principes de diligence raisonnable. Et donc, je pense que ceci permettra de rendre les droits de l'homme plus ça va donner plus d'actions, et ces actions pourront être mesurables. Et enfin, je voulais euh, répondre. Et si ceci était moins cher de respecter les droits de l'homme, j'aime beaucoup ceci parce que c'est très provocateur, mais quand les sociétés deviennent plus transparentes, ceci euh, pourrait être un pari pour l'avenir et afin d'assurer un business plus durable. Donc, j'espère d'avoir une due diligence plus accrue, c'est-à-dire une approche plus sectorielle et une évaluation des zones de conflit. Ce n'est pas nouveau. Donc, il y avait 20 ans, cette idée était déjà initiée et les entreprises doivent travailler ensemble euh, et faire des économies un peu plus larges et pas compter juste sur les sociétés qui travaillent à partir de Genève, mais essayer de travailler plus ensemble, plus décentralisé. Donc, je pense que tout a été bien couvert. De mon côté, je voulais remercier les sociétés euh, qui sont présents dans ce webinaire et ceux qui ne l'ont pas pour leur remercier pour leur engagement et leur remercier aussi pour leur feedback. Rebecca? Donc, 2 choses rapidement. Donc, je ne vais pas rajouter plus. Donc, ICOCA est bien positionné pour faire des projets pilotes et pour comment faire des évaluations d'impact sur le terrain. Donc, faisons ceci. Et ensuite, comme a dit Dorothée, donc c'est bon d'avoir un business case et c'est important
de reconnaître la valeur également de l'implication des investisseurs. Merci, c'est fascinant. Donc, heu, donc, j'ai pris note. Donc, il y a un long parcours qui a été réalisé pendant 10 ans, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire. Je noterai qu'il y a une approche sectorielle spécifique à considérer et qu'on ne doit pas travailler en silo, on doit travailler en réseau. Et vous avez tous parlé de l'impact, de la vérification, du suivi, de l'évaluation qui doit être continuée. Et enfin, le point de la localisation est important et les acteurs ont été impactés par l'industrie. Donc, il est important aussi de penser à tous ces éléments et aussi au recours. Et je vais m'arrêter ici. Voilà, je voulais remercier tous les panélistes et j'espère que l'avenir, nous allons nous rencontrer en direct. Et euh, félicitations à Anita et à Giuseppe, Anita pour la célébration de leurs 10 ans et à Giuseppe pour le rapport qu'ils ont publié. Donc, si on n'a pas répondu à toutes vos questions, nous pouvons le faire plus tard. Merci encore à